Puisqu'on est en train d'aborder le sujet de la connaissance, on peut peut-être faire ce petit rappel physique de base que tu as expliqué, Max, dans l'une de tes capsules consacrées aux espèces et aux forces de la nature. Donc, tu disais, si je me souviens bien, qu'on est constitué d'atomes. Or, dans chaque atome existe 99,9% de vide, composé de champs de force électriques et magnétiques que nous ne voyons pas avec les yeux, mais qui existent. Et ça signifie que les atomes nous constituant et constituant le monde font de chacun d'entre nous des êtres remplis de vide. Si on ne se perçoit pas comme... si on se perçoit plutôt comme charnel, immatériel, c'est parce que le cerveau est une machine de décodage et de conversion de l'information. Et qu'il se charge de nous faire voir les choses ainsi, et c'est ce que nous appelons le réel. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous appelons le réel ou la réalité n'est qu'une conversion matérielle dans un espace-temps donné, opéré par le cerveau. C'est donc tout ce que nous pensions être la réalité qui est à relativiser, du moins à étendre et à accueillir en soi, peut-être avec un nouveau regard. Donc, ceci pour dire que toute connaissance, toute prétention dans ce domaine commence probablement par renvoyer ou évoquer cette réalité très relative. Cette relativisation du réel pose des questions. Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Où allons-nous? Ce qui est sûr, c'est que pour espérer trouver quelques débuts de réponse à ces questions, il est nécessaire de changer de paradigme, c'est-à-dire de modèle de pensée, de modèle dans la façon de voir et de comprendre les choses, et surtout dans la façon de poser les questions. Je pense que tous ces formidables auxquels nous faisons référence, toi et moi depuis le début, ont déjà entamé leur âme et conscience ce basculement, ce changement de paradigme, et que ces personnes restent ouvertes généralement à toute forme de connaissance, quitte à regarder parfois vers les confins de la conscience et de l'immatérialité que nous nommons aussi en certaines occasions paranormal, peut-être par commodité. Enfin, ces personnes ont compris l'urgence qu'il y a de ne plus opposer les savoirs d'Orient et d'Occident. Oui, je te suis, et c'est précisément ça qui fait que nous sommes dans un moment de civilisation assez déstabilisant et un moment complexe aussi. Beaucoup de choses doivent être posées sur la table et voire repensées. C'est un moment périlleux pour nous, pas seulement à cause des guerres, des injustices sociales, des famines, des extrémismes, c'est aussi un moment périlleux en termes de connaissances. J'ai tendance, mais cela n'engage que moi, à penser que l'intuition joue un rôle de régulateur, de modérateur et d'aiguilleur. Elle nous aide à faire le tri dans tout ça, pour peu qu'on l'écoute, évidemment. Elle nous guide dans toutes circonstances, elle nous aide à chercher ce qui est juste pour nous, mais aussi pour les autres. Elle nous aide à définir le monde en dehors de ce que nous en dit la doxa dominante, la pensée dominante. Pour peu qu'on apprenne à l'écouter, cette intuition devient pour chacun d'entre nous une sorte de boussole interne, sensible et subtile, qui nous indique la marche à suivre dans les actes quotidiens, mais aussi les remises en question que nous avons à faire, aussi bien personnellement que socialement. Effectivement, je suis d'accord avec toi, l'intuition joue un rôle de boussole sur notre chemin de vie, mais cela dit, les messages de l'intuition ne sont saisissables que dans le silence, presque le silence de l'instant présent, dans le prolongement pour les zéros, d'où le mental est banni. Faire taire le mental, mettre en sourdine le brouhaha de la pensée pour laisser s'exprimer l'intuition n'est pas une mince affaire, parce que nous vivons dans un monde bruyant, un monde où l'information médiatique nous traverse perpétuellement. La pléthore de médias, l'information continue et en plus anxiogène qui est déversée sur nos têtes fragiles, la dissociation avec la nature, l'habitude de courir de plus en plus vite et de prévoir ce qui peut l'être, tout ce rythme effréné
boostent le mental et amènent un cortège d'émotions qui sont, pour l'être humain fragile que nous sommes, difficiles à gérer. Alors si on n'a pas appris à ne pas consentir, si on n'arrive pas à changer de chemin alors qu'on le sent, si on n'arrive pas à écouter la voix intérieure qui dit qu'on nous raconte souvent des bobards, eh bien ça veut dire qu'on ne sait pas dire stop. Et quand on ne sait pas dire stop, il est généralement difficile de mettre son corps et son esprit en pause. Quand on est submergé par le bruit, les avertissements, lorsqu'on est bombardé de mauvaises nouvelles, lorsqu'on est pris par le rythme de vie, dans tous ces cas et d'autres, bien sûr, l'intuition se perd dans les caniveaux de la psyché. Elle n'est même plus un bruit de fond, elle est enfermée dans la cave, presque. Hein. L'intuition, c'est un garde-fou. C'est l'un des piliers de la connaissance. Elle délivre des informations inaudibles pour l'oreille, mais riches de sens pour l'intériorité. Elle est faite de messages ressentis dans les tripes, de messages éprouvés dans les rêves, humés ou goûtés, perçus en vision intérieure ou bien vibrés par l'intelligence du cœur. Ces données instantanées sont de l'information. Elles viennent à nous à pas feutrer, aussi soudainement que mystérieusement. Elles signalent à notre conscience la direction à suivre ou à ne pas suivre. Il nous appartient de laisser entrer ces informations subtiles ou non. Et tout le travail consiste ensuite à les décrypter. Et ce n'est pas toujours facile. Alors pour revenir au formidable, je dirais que ce décryptage est leur pain quotidien. Ils sont familiers de ce type de décryptage intuitif et ils s'en servent même pour aller à la rencontre du monde et d'eux-mêmes, parfois, de ce qu'ils estiment être leur mission sur cette terre. En apparence, je veux dire en surface, j'ai naturellement tendance à faire confiance à quelqu'un qui est censé détenir une forme de connaissance. Ça, c'est une chose, mais au fond, je ne fais jamais confiance. Si j'ai en face de moi un expert qui me dit qu'il faut faire ceci ou cela, comme je n'y connais rien et qu'en plus ça me casse les pieds, et que je n'ai aucune envie de faire les recherches, c'est vrai que j'ai tendance à valider au départ. La vérité est que je le crois pour avoir la paix. Mais finalement, je ne peux pas m'empêcher de réfléchir, et je réfléchis toujours. De sorte que l'autorité, même la plus suprême, est toujours pour moi sujette à caution. En allant encore plus loin, je crois bien que je ne fais finalement confiance à personne. En règle générale, je ne sacrifie pas ma façon de penser, parce que dans la vie, chacun peut avoir tort ou raison. Il n'existe pour moi aucune autorité incontestable que je puisse suivre sans réfléchir ou que je puisse suivre sans la passer au filtre de mon intuition personnelle. La place de l'intuition dans ma vie quotidienne. Dans l'idéal, j'aimerais arriver à me fier à mon intuition. Dans la majorité des cas. À mon âge, parce que j'ai quand même eu une vie riche, j'aime bien aussi me laisser porter par mon expérience, parce que avec du recul, on arrive à faire des liens entre plusieurs situations. Et cela, on n'en a pas conscience quand on a 20 ans. L'expérience ne résout pas tout, mais elle est comme un vivier de connaissances auquel on peut se référer. Idéalement, s'il y avait un podium de la connaissance dans ma vie, je mettrais tout en haut l'intuition, en deuxième position l'expérience et en troisième position la raison. Pour te donner un exemple concret, disons que dans les moments de grand virage de ma vie, l'intuition est en général aux manettes. Concrètement, après mes études faites de CAP, d'un bac et de l'école de la marine, je voulais faire une carrière militaire. En quelques jours ou semaines, j'ai carrément changé d'avis et d'opinion. D'une carrière militaire dans la marine, je suis passé à la profession d'agriculteur, de berger, en partant de rien, juste d'un terrain, et je ne l'ai jamais regretté. Pourtant, il me restait que 10 jours pour finir ma formation, signer, être fonctionnaire, avoir une carrière devant moi, un salaire stable et une retraite confortable.
alors que dans l'agricole, c'était 0 et avec beaucoup plus de travail. Bref, il me manquait plus qu'à me marier, faire 2 enfants et ça roulait. Et l'intuition m'a fait changer de chemin. C'est peut-être ce que d'autres appelleraient de l'inconscience, j'en sais rien. C'est pour ça que j'ai quitté l'autoroute. Le chemin n'a pas toujours été facile, mais c'est moi qui ai choisi. Je propose de terminer ce chapitre sur la connaissance, même si bien sûr on n'en a pas fait le tour, hein, parce qu'il faudrait probablement pour cela des centaines, voire des milliers d'heures d'enregistrement, et nous y serions encore dans 10 ans. Alors, mon cher Clément, je te propose maintenant de passer au 3e pétale de la fleur de vie. Après l'amour, pétale 1, la connaissance, pétale 2, passons à la créativité. Je pense qu'à ce stade, et surtout s'il a écouté la première partie de nos enregistrements consacrés au funeste, l'auditeur aura compris que ces pétales sont l'antidote, le contrepoison de la part obscure et froide du funeste qui, lui, peut être vu comme l'agent de flétrissure des 6 pétales que nous abordons dans cette seconde partie. Les pétales désignent donc les forces vives et lumineuses en nous et autour de nous, celles-là même qui permettent à notre enfant intérieur d'exulter, de s'exprimer, bref, d'être en vie de façon pleine et entière autant que possible. Je crois qu'il n'était pas inutile de faire ce petit rappel pour le cas où un youtubeur prendrait cette vidéo en route. Alors passons maintenant à la créativité.